Un jour d'octobre 2011, Barack Obama a fait pleurer Angela Merkel. L'incident s'est produit lors d'une réunion du G20 quand le président américain a insisté pour que la Banque centrale européenne achète des obligations du Trésor grec. Afin de comprendre pourquoi la perspective d'un assouplissement quantitatif a pu arracher des larmes à une politicienne réputée pour son impassibilité, nous avons besoin des outils de ce que Daniela Gabor appelle la théorie critique de la macrofinance. Inspirée par l'économiste post-keynésien Hyman Minsky, la macrofinance étudie les relations entre le capital et l'État au prisme du dispositif formé par les ministères des Finances, les banques centrales, les institutions financières internationales et les investisseurs privés. L'approche de Daniela Gabor est critique parce qu'elle historicise les rôles assumés par les différents acteurs et montre comment la transformation de leurs interactions résulte de luttes politiques impliquant les détenteurs d'actifs et les organismes publics, mais aussi les syndicats et les mouvements sociaux. La périodisation qui en résulte correspond à une succession de régimes macrofinanciers. Chacun d'eux se distingue par un consensus sur ce que l'on peut attendre des gouvernements, des banquiers centraux et de la finance de marché. Au cours des 3 décennies qui ont suivi la conférence de Bretton Woods, le consensus entre les pays occidentaux reposait sur le bien fondé d'un alignement des politiques fiscales et monétaires afin d'aider l'État à garantir le plein emploi et à investir dans les services publics et la couverture des risques. À la fin des années 1970, cependant, les pressions inflationnistes dues aux revendications sociales dans les pays du Nord et à la remise en cause du système d'échanges inégaux par les pays du Sud ont précipité l'avènement d'un régime connu sous le nom de consensus de Washington. Milton Friedman, dont les déclarations se sont alors imposées comme le sens commun, appelait à dissocier la politique monétaire de la politique budgétaire, quitte à infliger des chocs récessifs aux économies. Pour manifester leur indépendance, les banquiers centraux devaient faire de la stabilité des prix leur seule préoccupation. Aussi réclamait-il qu'à la suite de Margaret Thatcher, les élus fassent le serment de renoncer à toute création monétaire inconsidérée. Contraints de privatiser les entreprises publiques et de libéraliser le marché du travail, les gouvernements acquis au consensus de Washington ne s'efforçaient pas moins de convertir l'austérité en promesse. Selon eux, laisser les investisseurs privés allouer les ressources à leur guise était à terme le meilleur moyen d'améliorer le bien-être de leurs administrés. Peu contestée jusqu'au début du XXIe siècle, l'orthodoxie néolibérale a ensuite cessé de faire l'unanimité. Pour autant, les institutions financières sont demeurées trop puissantes, même après la crise de 2008, pour permettre le retour du régime de Bretton Woods. Ainsi s'explique l'apparition de ce que Daniela Gabor appelle le consensus de Wall Street. Sous ce nouveau régime, les États ont de nouveau été habilités à se fixer des objectifs ambitieux. En revanche, il leur est demeuré interdit de prendre les mesures qui leur auraient permis de financer ces projets sur leur propre denier. Au lieu d'investir pour leur compte, les responsables politiques convertis à la nouvelle donne ont donc conclu des pactes d'investissabilité dont l'objectif était d'inciter les investisseurs privés à financer la réalisation de leurs ambitions. Devenus des risqueurs, explique Daniela Gabor, l'État ne se borne plus à laisser le capital financier s'investir comme il l'entend. Désormais, il s'agit de lui donner l'envie d'aller dans la bonne direction. Aux allègements fiscaux et aux déréglementations généralisées succèdent des crédits d'impôt et des assouplissements réglementaires réservés aux investisseurs qui se disent désireux de rendre la planète plus verte et la pauvreté plus rare. L'avènement de l'état des risqueurs soulève alors 2 séries de questions. La première, qui est au cœur du travail de Daniela Gabor, concerne la différence entre les consensus de Washington et de Wall Street. Peut-on considérer que le second amorce une rupture avec la rationalité néolibérale qui informe le premier, ou doit-on plutôt admettre que des initiatives telles que l'horizon 2030 de la Banque mondiale, la loi sur la réduction de l'inflation de l'administration Biden et le pacte vert européen relèvent pour l'essentiel du greenwashing et de la privatisation déguisée des biens publics ? Pour la gauche, l'enjeu est considérable. Entrer dans la logique du dérisking
revient en effet à considérer que l'argent privé pourrait être mobilisé pour le bien public, à condition d'ajouter des bâtons aux carottes. Par exemple, en pénalisant les investissements sales, comme on récompense les contributions à la transition énergétique. À l'inverse, rejeter le principe même du consensus de Wall Street implique de considérer que seul un grand État vert peut nous sauver. Dans un cas, la question est de savoir si le capital peut être discipliné. Dans l'autre, si la planification peut être démocratisée. Enfin, la deuxième série d'interrogations porte sur la viabilité du consensus de Wall Street à l'ère Trump 2.0. Peut-on encore parler d'un État dérisqueur lorsque les crédits d'impôt cèdent la place à une étrange combinaison d'abattements fiscaux et de tarifs douaniers ? Et que restera-t-il de la logique néolibérale si le président Orange parvient à plier la réserve fédérale à sa volonté ? Si Daniela Gabor estime que le régime de dérisking est en train de muter plutôt que de disparaître, elle note également que les consensus macrofinanciers sont généralement sur le point de s'effondrer lorsque les dirigeants des puissances dominantes commencent à se plaindre d'être exploités par des alliés ingrats. Ce fut le cas de Richard Nixon lorsqu'il a décidé de suspendre la convertibilité du dollar en or, mais aussi des dirigeants soviétiques juste avant la perestroïka. Le retour de l'hégémon Géniard pourrait-il annoncer la fin du consensus de Wall Street ? Notre entretien a eu lieu à Paris le 11 avril 2025.